Je vais peut-être demander à Cyril Côme, en guise de conclusion, d'abord s'il a des questions à vous poser après ces deux exposés finaux, et puis également s'il peut nous donner quelques indications sur d'abord comment il a vu ce colloque et quelles sont les manifestations à venir dans le cadre du centenaire, et peut-être, s'il peut aller jusque-là, nous dire quel est l'échéancier des travaux de l'OIT à l'occasion de son centenaire, pour faire que ce centenaire ne soit pas seulement un moment commémoratif, mais comme une sorte de bain de jouvence. Merci beaucoup, cher Alain Supiot. Et mon premier mot, ça sera un mot de remerciement pour vous. Pas seulement d'ailleurs pour l'organisation du colloque d'aujourd'hui, mais pour votre engagement constant à l'OIT et votre soutien aussi à toutes les initiatives qu'on a pu prendre ces dernières années à Paris pour essayer de faire mieux connaître le mandat de l'organisation, ses principes, ses valeurs. Et puis je voudrais remercier aussi le Collège de France pour l'organisation de ce colloque, l'ensemble des intervenants, dont certains sont venus de loin, et puis aussi l'auditoire pour avoir écouté jusqu'au bout ces 2 journées de discussion qui, je crois, ont été 2 journées passionnantes. Mais je voudrais vraiment relever la haute tenue et la qualité des débats qu'on a entendus depuis hier matin, auxquels sans doute ont contribué aussi les diversités à la fois des horizons académiques et de l'origine géographique des intervenants. On ne pouvait pas en attendre moins du Collège de France pour contribuer à la célébration du centenaire de l'OIT. Je crois que tout cela promet un beau projet éditorial aussi. Je me tourne vers Bernard Stéphan, projet éditorial porté par les éditions de l'Atelier. Inévitablement, s'agissant d'un colloque qui s'inscrivait dans le cadre du centenaire de l'OIT, c'est une organisation dont on a beaucoup parlé au cours de ces 2 jours. Et pour, en quelques minutes, vous dire quelques remarques à ce sujet, moi, dans tout ce que j'ai entendu depuis hier, j'ai toujours senti un regard à la fois, bien sûr, bienveillant, amical, voire souvent complice, mais aussi un regard lucide et un regard particulièrement exigeant sur cette organisation dont le mandat n'est pas loin que de faire la promotion au niveau mondial de la justice sociale. Et ce regard à la fois donc bienveillant et exigeant, c'est précisément ce dont on a besoin, je crois, à l'occasion de ce centenaire, pour ne pas en faire un pur moment de commémoration, comme vous l'avez dit, mais pour en faire véritablement l'occasion de réfléchir à la façon de rendre plus effectifs nos principes, nos valeurs et nos normes au niveau international. Et je crois que c'est précisément un peu cette mise à l'épreuve, je dirais, à l'épreuve du débat académique qui a été réussi au cours de ces 2 jours. Et on n'en attendait pas moins, encore une fois, d'une institution comme le Collège de France, qui par ailleurs nous accueille aussi régulièrement pour les entretiens France-BIT qui ont lieu tous les 2 ans maintenant, et qui sont une occasion de rencontre entre les mandants tripartites français de l'OIT et puis les chercheurs, les juristes, les chercheurs en sciences humaines et en sciences sociales sur les questions du travail. Et donc on a besoin, je crois, de ce débat à la fois fait de liberté d'expression, de recherche, et puis aussi d'esprit critique. Alors, par rapport à tout ce que j'ai entendu, peut-être encore une fois quelques commentaires. La première chose que je voudrais souligner, c'est que si je devais en un mot résumer l'enjeu du centenaire de l'OIT, moi je prononcerais le mot d'appropriation. Parce que ce que je voudrais rappeler à la fin de ces 2 jours, c'est que dans toutes les limites que l'on a pointées sur le système normatif de l'OIT, il faut toujours avoir à l'esprit que l'OIT, ça n'est jamais rien de plus que ce que les membres de l'OIT, à un moment donné, acceptent de faire ensemble. Et que forcément, dans l'histoire, il y a des hauts et des bas. Wilma Liebman, tout à l'heure, a rappelé, par exemple, la façon dont les États-Unis ont puissamment contribué à la création de l'OIT, mais n'y ont pas siégé dans les premières années, compte tenu de la non-ratification par les États-Unis du traité de Versailles. Donc c'est une première limite, et la célébration du centenaire, c'est précisément une occasion d'essayer de renforcer l'appropriation par l'OIT de ses membres,
de ses membres tripartites, puisque, comme vous le savez, c'est une organisation dans la gouvernance de laquelle se partagent à égalité les voix des gouvernements et des représentants des partenaires sociaux, travailleurs et employeurs. Ce regard à la fois exigeant et bienveillant, je l'ai senti aussi, je l'ai perçu comme un très fort attachement au mandat de l'organisation. Encore une fois, la justice sociale, la paix par le droit et la paix par la justice sociale, avec comme principal instrument les normes, l'adoption et le contrôle des normes internationales du travail. Ce mandat, évidemment, ça n'a jamais été qu'une promesse. Ça a été essentiellement une promesse qui n'a jamais été totalement effective au cours de l'histoire de l'organisation, et ces frustrations, je dirais, qu'on a pu entendre au cours de ces 2 dernières journées, je crois qu'on a pu les entendre régulièrement dans l'histoire de l'organisation. Je crois aussi qu'il est important de ne pas juger de l'efficacité de cette organisation avec un regard trop tourné vers les critères d'appréciation de l'efficacité des institutions au plan national. Parce que sinon, le bilan est vite fait. Si on évalue l'efficacité de l'OIT à l'aune du taux de ratification des conventions de l'organisation et en l'absence, comme on l'a souligné hier, de tribunal international au sein de l'organisation, encore une fois, le bilan il est vite fait. Mais je pense que vous sentez bien à travers cet exemple extrême que on peut apprécier aussi l'efficacité de l'organisation aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé l'expression d'Emmanuel Dockès tout à l'heure qui a dit que ces conventions, c'était d'une certaine façon les gardiennes du sens. Je crois qu'on est aujourd'hui dans un monde particulièrement complexe dans lequel l'influence normative de l'OIT dépasse ces 2 obstacles qui restent, ceci étant évidemment des obstacles extrêmement sérieux. Ce regard à la fois exigeant et bienveillant, moi je l'ai senti aussi comme un attachement à une certaine vision du travail et de l'homme au travail. Et je n'irai pas plus loin sur ce terrain que le professeur Alain Supiot a très largement investi et qui rappelle régulièrement la force de cette référence du travail, du régime de travail réellement humain qui figure dans notre Constitution et que l'on retrouve aussi dans la Déclaration de Philadelphie. Et puis enfin, un attachement aussi très fort à cette fonction normative de l'organisation. Alors, pour résumer l'enjeu du centenaire, j'ai parlé d'appropriation, et donc cette appropriation par nos membres tripartites, je pense qu'elle peut se faire justement à partir de cet héritage centenaire de l'organisation qui est composé à la fois de ces normes, qui est composé aussi, je crois, de la façon dont on a su au cours de ces dernières années, de ces dernières décennies, inscrire la question des droits au travail parmi les droits de l'homme. Je pense que c'est un point fondamental. Aujourd'hui, dans l'ensemble des référentiels normatifs internationaux sur les droits de l'homme qui sont utilisés également par les acteurs privés, la question des droits de l'homme au travail y figure, et en particulier les questions de liberté syndicale et de droit de la négociation collective, qui sont probablement la condition pour que l'ensemble des normes internationales du travail puissent s'épanouir et devenir effectives. Alors pour terminer, maintenant le menu des célébrations. Alors au plan international, le centenaire sera célébré au cours de la prochaine conférence internationale du travail qui donnera lieu à un grand débat tripartite qui débouchera sur la déclaration du centenaire qui sera probablement la feuille de route pour l'organisation dans les années à venir, et sur un registre plus commémoratif. Je voudrais simplement terminer en vous citant en particulier trois événements importants qui se tiendront à Paris. Le premier se tiendra le 17 avril. Ce sera l'inauguration d'une très belle exposition, je crois, qui va se tenir sur les grilles du Jardin du Luxembourg, les grilles du Sénat. Je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens dans l'assistance, donc vous voyez bien l'endroit dont il s'agit, qui n'est pas très très loin d'ici d'ailleurs. Donc une exposition qui sera consacrée aux femmes et aux hommes au travail et qui vise à inscrire le centenaire de l'OIT dans le paysage médiatique français et à donner aussi l'occasion d'une réflexion à la fois collective et individuelle sur véritablement la place du travail dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos vies sociales. Et donc cette exposition sera inaugurée le 17 avril prochain.
Je voudrais citer aussi un événement avec l'Agence française de développement qui est représentée dans la salle. Je salue mes collègues de l'AFD. Et donc un colloque qui traitera de la question du travail décent au sein de cette stratégie de développement durable dont on a entendu parler hier dans les débats et qui reste un axe très important pour nous puisque la coopération développement, la coopération technique est devenue une partie très importante de l'activité de l'OIT et de la façon dont on exerce notre mandat en faveur du travail décent. Et puis, je citerai évidemment le colloque du centenaire parce qu'il se déroulera 100 ans après la conclusion du traité de Versailles. Ce colloque se tiendra du 26 juin au 28 juin. Il est coordonné par le comité d'histoire du ministère du Travail et je salue la présidente de ce comité, Agnès Janet, qui est présente parmi nous. Je salue son engagement dans cette grande œuvre, coordonnée au plan scientifique par Isabelle Lespine-Moret, qui sera donc ouvert, ce colloque, au Conseil économique, social et environnemental le 26 juin et qui se déroulera ensuite dans sa partie plus scientifique au sein du ministère du Travail. Voilà ce que je pouvais dire en réaction à la richesse des débats qu'on a eu depuis 2 jours et puis au menu des festivités de ce centenaire. Et j'espère bien entendu avoir l'occasion de vous voir tout au long de cette année au cours de ces différentes manifestations. Merci beaucoup. Merci à tous donc, pour votre écoute attentive, votre participation aux discussions. Rendez-vous à ceux qui suivent mon cours donc, au 27 mars. Il y a un événement que j'ai oublié d'annoncer, que je donne tout de suite pour ceux qui veulent le noter sur leur agenda, c'est que nous avons déploré la disparition en décembre dernier du doyen Jean-Maurice Verdier, qui est un homme qui avait énormément consacré aussi d'énergie au sein de l'Organisation internationale du travail. Il était membre du comité d'experts lorsqu'il y a eu tous les débats sur Solidarnosc. Il avait joué un rapport. Il a été président de l'université de Nanterre. Il avait eu à négocier avec Madame Saunier-Seïté, ce qui était une expérience de négociation extrêmement... Enfin, il a dirigé Nanterre dans des années difficiles. C'était aussi un membre du conseil scientifique d'ATD Carmonde, très engagé. C'est un homme merveilleux. Et donc, il y aura une demi-journée d'hommage en sa mémoire où nous évoquerons aussi l'OIT à ce moment-là, qui se déroulera le 21 juin, donc après-midi. Donc, je vous souhaite à tous, au Collège de France, je crois aussi dans l'amphi Budet, dont il ne faut pas oublier que Budet était un juriste. Aucun de mes collègues ne le sait, mais c'était d'abord un juriste avant d'être un grand lettré. Bonne soirée à tous.